Donc aujourd'hui, le thème c'est Palestine, engagez-vous. Que maintenant il fallait que les gens s'engagent dans l'action parce que ce n'était pas nos gouvernements qui allaient le faire. Et je passe la parole à Tariq Ramadan. Merci pour sa présence. Bien. Merci de cette invitation. C'est plutôt à moi de vraiment... je ne manifeste pas un soutien. Pour moi, c'est une alliance et une présence qui est objectivement... ne peut pas ne pas être. C'est une nécessité, un impératif de la conscience d'être là aujourd'hui. Et je suis très content que, à l'heure où les attentions sont tournées soit vers ce qu'on appelle les printemps arabes, soit vers l'exécution de Ben Laden et de ses conséquences, eh bien, on garde quand même un œil et une conscience sur la question palestinienne. En fait, avant même de venir à cette opération du mois de juillet, qui encore une fois doit être soutenue, elle doit être soutenue intellectuellement, elle doit être soutenue médiatiquement, elle doit être soutenue physiquement par le fait d'y être, si c'est possible, et de soutenir ce qui est fait soit par la présence, soit par la finance, soit par l'information. Avant même d'en arriver là, je pense qu'il est important de resituer la question palestinienne dans tout ce qui est en train de se passer. Parce que je pense que l'opération qui consiste à distinguer les choses est importante et en même temps elle est porteuse de confusion. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que ce qui s'est passé en Tunisie, puis ce qui s'est passé en Égypte, ce qui se passe dans chacun des pays, au Yémen, ou au Bahreïn dont on parle peu, en Syrie où la répression continue, où l'on sait aujourd'hui, je veux dire, on a des rapports, pas plus tard que la semaine dernière, qui mettaient en évidence, même dans ces enjeux régionaux, le fait qu'il ne faut pas croire que Israël, le gouvernement israélien, ne dit rien et n'a rien à dire sur les stratégies locales. C'est-à-dire que autant le dictateur Kadhafi était un dictateur avec sa folie, autant dans le cœur de toute cette folie dans laquelle a consisté son règne, qui a tué des opposants, les a torturés, a éliminé sommairement, il avait comme ceci, par rapport à l'ancien colonisateur, l'Italie et l'Europe, mais aussi par rapport à Israël, des positions qui étaient problématiques pour Israël. Sur le plan, sur 4 dossiers, l'un des premiers dossiers qu'on connaît mal, c'est effectivement le dossier africain, de l'Afrique de l'Ouest, où vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Pierre Péan, dans son dernier livre, met en évidence certains éléments, mais d'autres rapports aux États-Unis mettaient en évidence la présence de plus en plus importante d'Israël en Afrique et la présence libyenne, la politique libyenne de ce point de vue-là. Et encore une fois, je ne dis pas ceci pour pardonner ou exonérer ce qu'était Kadhafi. Kadhafi est un tyran, Kadhafi est un homme qui a torturé et tué. Et en même temps, dans sa politique, l'autre versant a été souvent problématique pour Israël sur le dossier rwandais, sur le dossier soudanais, sur le dossier éthiopien et érythréen, et en particulier également, bien sûr, sur le dossier israélo-palestinien, sur le conflit lui-même. Il était gênant. Donc, que par exemple, aujourd'hui en France, qu'on n'ait pas encore compris, que certains d'entre vous n'aient pas compris, que vous ne pourrez pas voir sur la scène internationale le positionnement de Bernard-Henri Lévy, qui n'a été... Non, mais je suis très sérieux là-dessus. Là, on n'est pas en train de rigoler. On n'est pas en train de rigoler. Le positionnement de Bernard-Henri Lévy, ce n'est pas un positionnement individuel, ce n'est pas qu'il a trouvé les Libyens sympathiques. C'est un des agents intellectuels de la politique étrangère israélienne. C'est à ce niveau-là que ça se joue. Je veux dire, et qu'il soit reçu comme ministre des Affaires étrangères pendant quelques jours à la place de Juppé, qui lui n'a pas du tout les mêmes positions. Après, on doit être critique par rapport à la politique étrangère française. Mais force est de constater qu'il y a eu une tradition qui était moins pro-israélienne avant, il y a quelques années, avant même, enfin même un peu avant Sarkozy, ça a changé, mais que ça ne l'est maintenant. Et donc,
ce que j'essaye de dire par rapport à cela, c'est qu'il y a des enjeux ici pour la Libye de tomber, ou même, ce qui serait plus habile, non pas de faire tomber, mais de la diviser en fonction des intérêts géostratégiques et des réserves de pétrole. Ça, c'est une des dimensions. Alors que, contrairement à ce qu'on dit, il ne faut pas que la Syrie tombe pour la stabilité régionale. Il ne faut pas, raison pour laquelle vous verrez que Obama a dit qu'il ne pouvait être question de tirer contre des civils, ce qu'a d'ailleurs dit également de son côté le président Sarkozy, mais aucune intervention n'est envisagée, aucune position plus ferme n'est envisagée. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce régime tienne. Il faut qu'il se réforme et qu'il tienne. Et tout ça, pourquoi? Il faut éviter l'idée que tout est manipulé de l'extérieur. Mais il faut éviter l'autre idée de penser que tout se fait dans la liberté, des mouvements de liberté générale et qu'il y a un optimisme qui mène les peuples et puis nous sommes en face d'un printemps qui arrive. Il faut arrêter la naïveté et la contorsion intellectuelle. Il faut s'arrêter aux faits. Il faut aller chercher les faits, essayer de les comprendre, les causalités. Et de comprendre que ce qui se passe dans la région est tout à fait lié au conflit israélo-palestinien aussi. Et donc au moment où on en parle le moins, comme tu l'as dit, de l'intérieur, où ça a été dit, c'est ce que tu résumais en l'occurrence, la politique de colonisation continue, la politique du fait accompli continue, la politique du déni de la dignité continue. Parce que ça aussi, il faut le dire, c'est-à-dire qu'en même temps que cette politique d'avancée et de fait accompli continue, c'est vraiment une politique de l'indigne en fait, du traitement indigne des êtres humains. Exactement le contraire de ce que demandent les Tunisiens, les Égyptiens. Ce qu'ils demandent, c'est nous avons une dignité. Et le traitement indigne, qu'est-ce que c'est? C'est de nous faire croire pendant quelques jours que le sang des Libyens nous importe plus que le sang des Palestiniens. Ça, c'est indigne. Et quand on entend Barack Obama dire hier à la télévision, quand on lui dit « Montrez-nous les photos de Ben Laden », il dit « Ah non, non, ça, c'est pas nous. » C'est pas nous non plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moi je suis pas pour voir les photos et c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux qu'on me donne des preuves de ce qui s'est passé. Et quand on voit aujourd'hui, avant-hier, il y avait un rapport dans le Guardian qui mettait en évidence que en fait ils ont eu un problème technique. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont eu un problème technique, à savoir qu'il y a un des hélicoptères qui est tombé en panne, ils ne pouvaient pas repartir, et toutes les personnes qui voulaient prendre avec eux, ils n'avaient plus la place de les prendre avec. Donc ils ont laissé des personnes vivantes qui pouvaient témoigner. Et donc là, ce que dit le Guardian, c'est qu'une jeune fille qui a 12 ans, qui semble être sa fille, en tout cas, a témoigné qu'ils ont tiré devant elle dans la tête de son père, qui n'était pas armé. Et après, quand on veut voir la photo, on dit c'est pas nous, on ne montre pas les photos, c'est trop horrible. Donc, la narration du récit où on tue un homme sans armes, ça va. Mais qui est-ce qui fait des choses pareilles? Robert Fisk a écrit un article en disant cette opération de l'exécution de Obama, c'est les Américains prenant les méthodes israéliennes, l'exécution sommaire, cibler des personnes et les tuer. Et donc l'idée c'était qu'ils allaient pour le tuer, ils n'allaient pas pour l'arrêter. Moi ça m'amène à dire une chose, c'est que dans tout ceci où on passe d'un dossier à l'autre, il faut garder une ligne. Et cette ligne, c'est effectivement celle de la dignité des peuples, de leur droit à la liberté, à l'autonomie et au jugement des oppresseurs aussi. Oui, parce que c'est ce que j'ai pu dire ici en France, même s'il y en a qui veulent absolument pas entendre ce qu'on dit. Moi, je suis pour qu'on juge les gens, tous les gens. Bush aussi, j'aimerais qu'il soit jugé. Et Tony Blair aussi. La première réaction de Tony Blair, c'est de dire ah, cette opération a été très très bien menée, il faut faire confiance aux Américains. Hier j'étais en Allemagne, et puis il y en a un qui me regarde au moment où on parlait avec un journaliste, il dit mais depuis quand on fait confiance aux Américains en matière politique? Quel est l'idiot qui va vous dire ça?
Mais c'est grave, parce qu'en même temps, faire confiance, ça voulait dire pouvoir accepter l'idée qu'il y avait des armes de destruction massive et que finalement ça a tué combien d'Irakiens, ça? Combien d'innocents afghans pour des mesures de rétention. Donc il faut mettre tout ceci, faire un mapping comme ceci, placer tout ça devant nous, puis regarder ça se construit comment. Et on va voir apparaître comme une des essences, un des centres de toutes ces connexions-là, la question israélo-palestinienne. La question israélo-palestinienne, elle est importante même si on n'en parle pas. Alors, encore une fois, on a clairement un gouvernement actuel, comme tous les précédents, parce que quoi qu'on nous dise, dire-moi, quand on nous dit on passe de gauche à droite, et puis à gauche, il y a des gens qui sont plus ouverts. Moi, j'ai entendu les gens, certaines personnes de gauche qui sont au gouvernement, ce qu'ils pouvaient dire sur les Palestiniens, qui était absolument horrible au moment de l'opération de Gaza, le massacre de Gaza. Donc, à partir d'un certain moment, ce qu'il faut, c'est garder une ligne et regarder ce qui est dit par ces gouvernements-là et ne jamais, jamais, jamais lâcher prise sur la question palestinienne. Jamais. Pourquoi? Il ne faut pas regarder toutes les situations locales par le prisme du conflit israélo-palestinien, mais il faut savoir qu'au centre de toutes les situations locales, vous trouverez le conflit palestinien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Savoir sa centralité sans déformer les questions nationales. Ça, c'est l'équilibre qu'il faut trouver. Comment analyser ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe dans la région, jusqu'au Liban, jusqu'en Syrie et au Liban, cette relation. Il faut savoir aussi ce qui est dit sur les mouvements terroriste, sur le Hamas qui a été élu démocratiquement et donc il est le diable, et l'autre pense c'est le Hezbollah qui est le parti qui a résisté et en fait mis à mal la puissance militaire israélienne. Et les deux deviennent des diables sur l'échiquier. C'est tellement vrai que même vous maintenant, par rapport à ça, moi j'entends beaucoup de Françaises et de Français, de confession musulmane ou non, qui sont liés à la Palestine ou non, qui par ce lavage de cerveau commencent même à avoir peur de prononcer les mots. On a réussi à vous mettre ça dans la tête, on ne les prononce pas, c'est ouf, attention. Vous n'êtes pas dans la situation des Américains. Je disais avant-hier à la télévision suisse, qui semblait le découvrir en disant « vos propos sont très durs ». Je dis « mais attendez, ce n'est pas des propos durs, venons-en aux faits ». Vous savez que la nouvelle législation américaine, si vous voyez une personne qui a vu une personne, qui a pu donner de l'argent à une organisation, vous êtes sous le coup de la loi. Et ça veut dire qu'en fait, vous pouvez être sous le coup de la loi. Qui va décider si vous l'êtes ou non? C'est au bon vouloir de l'autorité judiciaire. Ça veut dire que si une autorité politique, j'en parlais avec un membre du Parlement américain qui me dit si moi je le vois, je sais que j'aurai rien. Mais un citoyen moyen, ordinaire, qui a une association, qui est un militant de base, alors lui il est en danger. Donc en fait, la loi donne, restreint, si vous voulez pour être clair, la loi vous rend potentiellement suspect et la décision de votre potentielle menace est dépendante de la volonté de l'administration. Un membre du Parlement, on le laisse, il a vu des gens. Mais un militant ordinaire qui se bat sur le terrain, alors contre lui, on établit ces mesures. Et donc ça, c'est complètement discrétionnaire. Quand est-ce que ça a été décidé, ça? Sous Obama. C'est-à-dire que cette loi, qui est plus dure que ce qu'on a eu auparavant, est sous l'administration Obama. Comme si on nous vendait l'image d'un homme dont on doit admettre qu'il est intelligent, qu'il est habile, qu'il a une prestance, il est impressionnant. C'est un homme impressionnant. Et il se pourrait que le fait qu'il soit impressionnant, c'est pour nous impressionner. Vous voyez, en pure politique, c'est ça que ça veut dire. L'impression, nous impressionner, puis derrière, l'administration travaille. Guantanamo n'a pas été fermé. Toutes ces réalités de la torture. On va jusqu'à nous dire maintenant que si on a attrapé Ben Laden, c'est parce que la torture a été permise sur 2 prisonniers à Guantanamo. À partir du moment où on a tout ça en tête, comment on retrouve notre ligne et où place-t-on le conflit israélo-palestinien,
Et la question palestinienne, elle est centrale. Parce que, autant, encore une fois, par rapport aux États-Unis, autant maintenant on a de plus en plus de rapports qui mettent en évidence que beaucoup de décisions sont prises par des lobbies pro-israéliens. AIPAC est connu, mais il y en a beaucoup d'autres avec de l'argent qui poussent la politique américaine dans un sens. La guerre en Irak, beaucoup l'ont dit, Robert Fisk le disait depuis le départ, c'est une guerre contre l'Irak qui est une guerre en faveur d'Israël, pour sécuriser Israël et neutraliser un potentiel danger. Et donc aujourd'hui, ce qui est en train de se passer dans les autres pays, c'est une évidence. Vous ne pouvez pas imaginer des mouvements démocratiques dans le monde arabe qui iraient jusqu'au bout de la démocratisation sans que d'une seule voix, tous ces peuples disent non à la politique d'Israël. C'est une évidence. C'est une évidence. Tous les peuples sont anti-sionistes dans l'essence et contre la politique israélienne dans les faits. C'est une évidence. Et donc ça veut dire quoi? Va-t-on les laisser aller jusqu'au bout? Va-t-on aller ces démocraties jusqu'au bout? Quand on a vu ce qu'on était capable de faire avec les Palestiniens, on peut être capable de contrôler toutes les démocraties de derrière la scène. Donc pas de naïveté. Et c'est là où il faut avoir un discours qui est très clair, c'est-à-dire qu'on ne lâchera pas sur la question palestinienne. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher en matière d'information, il ne faut pas lâcher en matière de boycott, il ne faut pas lâcher en matière de soutien. Il faut placer au cœur du printemps arabe quelque chose qui ressemble à son hiver. C'est-à-dire la conscience hivernale des Arabes. Parce que les Palestiniens, les premiers dont ils ont à rougir finalement sont les Arabes. C'est-à-dire qu'on envoie des gens pour sauver la population libyenne, de pétromonarchie, du Qatar à l'Arabie Saoudite et tout ça, mais quand les Palestiniens sont massacrés, rien. Le silence. Et on construit un mur en Égypte, souterrain, pour empêcher les gens. Donc nous, ce qu'on peut faire depuis là où nous sommes, c'est finalement ça qui est le plus intéressant pour nous, c'est de s'engager. Engagez-vous, c'est le titre de votre journée aujourd'hui, de notre journée, donc il faut s'y engager. Et il faut s'y engager à 3 niveaux. Par l'information, on a des personnes qui reviennent, qui peuvent nous donner des informations. Il faut accumuler du factuel. Oui, du factuel, mais pas de l'événementiel. Vous comprenez bien la différence. Des faits qui donnent une histoire, pas de l'événement qui fait de la controverse. Ça, c'est utile. Non, comprendre ce qui se passe. Donc des faits, avec des témoignages qui nous expliquent ce qui se passe. Accumuler de l'information. Et quand vous êtes là, dans cette journée-là, vous sortez de cette salle et vous vous informez où vous pouvez. Partout où vous pouvez, il faut informer. Ça, c'est un engagement, l'engagement intellectuel. L'opinion publique, ça compte. Et il y a une chose qui est en train de se passer. Mais vous pensez, franchement, tout ce discours-là sur l'islamophobie, les musulmans, votre présence, vous n'êtes pas net, vous êtes des Français, enfin pas vraiment. C'est vrai, il y a des doutes quand même. On a le droit d'avoir de l'humour. Je sais que l'humour égyptien pour les Algériens c'est dur, enfin. Les Marocains, ils n'ont même pas souri, ils n'ont rien compris. Ouais. Vous voyez comment on était là unis pour la Palestine, comment ça finit? On commence par être applaudi, on finit par être sifflé. C'est ça le malheur des Arabes. On a les moyens de les faire tourner en girouette. Regardez, ils se lèvent, qu'est-ce qu'ils font? J'ai rien fait. C'est vrai? On dit qu'en Australie, il y a des aborigènes, mais en Europe, il y a des arabos qui viennent. Ok, d'accord. Alors, juste pour terminer, cette mobilisation-là, le fait de faire connaître, les opérations comme celle-ci. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi vous pensez tout ce travail-là aussi sur... Alors, encore une fois, il y a des racistes. Il y a des gens qui n'aiment ni les Arabes ni les étrangers. Ça existe, c'est une tradition de toutes les nations du monde. Oui, et même les Arabes ne sont pas protégés de cela.
des Arabes racistes, il y a des Arabes qui n'aiment pas d'autres Arabes. Il y a des... je n'ai rien dit. Il y a des Arabes qui n'aiment pas les Noirs. Bien sûr, il y a du racisme. Il y a des... Bon, ça existe. Maintenant, vous pensez que toute cette idéologie-là, toute cette espèce de matraquage sur votre présence, il y a une chose qui est importante, on est en train de réaliser en Europe, comme aux États-Unis, que plus vous êtes présent, plus vous êtes éduqué, plus vous avez maîtrisé le débat démocratique, le débat critique, la prise de parole, la dignité, être sujet de votre histoire, plus vous êtes gênant pour les manipulateurs, les menteurs et les faiseurs d'opinion. Vous êtes... Oui. Vous comprenez ça? Et donc, il faut que ça devienne un danger. Vous serez toujours trop musulman, trop arabe. Moi, j'ai un journaliste qui est venu vers moi, il me dit, le jour où tu arrêtes de parler de la Palestine, tu vas voir, il y a des plateaux qui vont être ouverts, il y aura d'autres sourires. Oui. Je veux ni ces sourires, ni ces plateaux. Mais ce que nous avons à comprendre, c'est qu'il y a des connexions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Tea Party, par exemple, les Tea Party et les néoconservateurs, qui sont en train de lancer un mouvement maintenant d'arrêter l'islamisation des États-Unis, qui sont en train de lancer dans 18 États, en bon français, américains, un stop à la charia. D'accord? Des trucs qu'on se dit, mais où ils sont allés chercher ça? Il y a un État américain qui va appeler... Et puis ils ont commencé dans un il y avait peut-être 3 ou 4 musulmans dans l'État qui se couraient après. Ils ont vraiment, mais n'importe quoi. Mais pourquoi on fait ça? Eh bien, on s'aperçoit que ces Tea Party reçoivent la visite de qui? Ils reçoivent la visite de populistes d'extrême droite européens, comme Geert Wilders. Geert Wilders, il va parler où? Il reçoit de l'argent où? Il n'a jamais nié qu'il recevait de l'argent d'Israël et de Tel Aviv, et qu'il va parler à la Knesset. Suivez ce qui est en train de se passer. Des types comme Bernard-Henri Lévy qui partent aux États-Unis et qui vont apporter la bonne parole. D'autres, la même chose. Elisabeth Chemla, quand moi j'ai été interdit des États-Unis, elle est partie dans l'université où j'étais invité. Elle dit, vous ne savez pas qui vous êtes en train d'engager. Le pire de tous. Le pire de tous. Mais pourquoi ça? Il faut qu'on comprenne ces connexions. Pas qu'on devienne paranoïaque, mais qu'on comprenne. Quand par exemple on vient vers moi, on me dit, ah, Caroline Fourest, journaliste d'investigation. D'investigation, attends, journaliste de diversion. Parce que derrière, c'est effectivement un soutien absolu à Israël. Elle a réussi à dire sur une antenne, Israël n'aurait jamais dû frapper Gaza de cette façon-là, parce que ça a donné du crédit à Hamas. En d'autres termes, les innocents, on s'en fiche, politiquement, c'était pas bon. Elle fait le calcul politique de la mort des innocents. C'est ça aussi, ça c'est... Et quand Alain Grèche sort le manuel du bon discours public que les Israéliens donnent aux gens qui vont défendre leur cause, montrer quelques sympathies pour la souffrance palestinienne, et ensuite montrer la légitimité des causes et des thèses israéliennes. Mais tout ça c'est un jeu, c'est une guerre médiatique, c'est une guerre de la parole, c'est une guerre de la propagande, c'est de la propagande, c'est de la ruse. Donc à partir d'un certain moment, il ne faut pas qu'on soit idiot, on sait d'où ça vient. Oui, il y a des racistes, oui, il y a des gens qui n'aiment pas les Arabes, mais il y en a qui font que les gens ont peur. Il y a des gens qui utilisent et qui instrumentalisent ça avec une vision beaucoup plus éloignée, ceux qui appellent aujourd'hui l'Europe Eurabia, c'est-à-dire cette Europe qui est en train d'être colonisée par les Arabes et l'islam. Tout ça, il faut qu'on l'entende. Mais non pas pour qu'on se situe comme Arabes et musulmans, non, qu'on se situe comme êtres humains. Vous nous voyez comme des Arabes, on va vous répondre comme des êtres humains. Vous nous voyez comme l'autre, on va vous répondre comme le commun. Vous nous voyez pour nos droits, on va vous répondre pour le droit universel. Nous serons dans l'universel quand vous nous mettrez dans la marge. On sera dans le texte quand vous voulez nous mettre à l'extérieur. Non, ça tient à vous. C'est un vrai travail de formation. C'est-à-dire qu'il faut vous informer. Il faut maintenant que, plus que de regarder YouTube et Dailymotion, vous lisiez un peu. Non, il faut être armé. Armé intellectuellement. Là, demain sur YouTube, j'ai le truc qui est coupé. Et je suis mort. Il faut être armé intellectuellement. Il faut s'armer par l'information. Ça, c'est un. La deuxième des choses, ces opérations-là, qui sont très importantes. Il ne faut jamais sous-estimer la force des symboles.
C'est des symboles aussi, c'est-à-dire le bateau, c'est-à-dire les missions, c'est-à-dire la non-violence aussi. C'est notre affirmation que nous irons... Moi, je n'ai absolument aucun problème avec des Palestiniens qui, frappés avec violence, résistent avec les mêmes armes. J'ai aucun problème. À partir du moment où on sait qui est l'ennemi, je ne suis pas pour viser les civils. Moi, je ne suis pas pour la théorie que tous les civils sont armés parce qu'ils sont tous dans la... J'ai un peu de problème avec ça. Moralement, ça me pose un problème. J'ai une position qui est claire, mais la clarté, pour moi, c'est aussi de dire ce que Nelson Mandela a toujours dit, a dit finalement, les armes du combat sont toujours décidées par les oppresseurs. Vous choisissez des armes, vous aurez des armes. Vous ne pouvez pas choisir des armes et nous, on arrive peace and love. Ça va dans une autre... Mais par contre, savoir aussi qu'on peut répondre comme ça, qu'on peut répondre par le caractère massif de l'opération non violente. Et que nous, le mouvement global d'une résistance non violente, c'est ça, c'est effectivement de mener toutes ces opérations partout internationalement dans l'expression de la détermination. Elle est non violente dans les faits, elle est profonde intellectuellement, elle est déterminée politiquement. On ne lâchera rien, on ne lâchera pas. Ça, c'est un domaine, c'est un deuxième élément. Et le troisième, c'est effectivement des actions aussi, toute la campagne BDS, de boycott, de désinvestissement, des sanctions. Il faut que vous y engagez, mais jusqu'à votre plat. Jusqu'à votre plat, il faut que... Vous savez, à des moments donnés, bon, les musulmans ne mangent pas de porc. Et quand on voit du porc, c'est comme ça, ça vient... Je veux dire, le fait qu'on ne mange pas de porc, pratiquement, quand on en voit, il y a quelque chose à l'intérieur, il dit... Non. C'est même pas intellectuel, c'est... Sans... Je n'ai pas dit Arouzoubillah, j'ai dit... Mais Arouzoubillah quand même, d'accord? Non mais c'est vrai. Moi, c'est comme ça que je l'aurais... Eh bien, il faut, par rapport aux produits qui proviennent des oppresseurs, et en particulier d'Israël, il faudrait que ce soit le même. Il y a des moments, il faut qu'à la maison, il y a un certain nombre de produits qui, de près ou de loin, on les évite. Je veux dire, moi, par exemple, je vais à un congrès musulman, et puis on arrive... Moi, j'y allais avant parce que je ne savais pas, puis ensuite, j'ai étudié les faits sur un certain nombre d'hôtels, par exemple, dans lesquels... N'entrez pas dans un hôtel Accor. N'entrez pas dans un hôtel Accor. Ibis, fini. Bon, avant, j'allais tout le temps Ibis, c'est fini. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, même quand je cherche un hôtel et que je vois ça, à un moment donné, il y a quelque chose qui... C'est du même ordre, vous voyez? Affectivement, je suis affecté. Ça, c'est aussi partie de la campagne BDS, c'est aussi cette campagne de distanciation. Et je pense que sur ces trois points-là, il faut s'engager. Je vais vous dire une chose. Vous avez un pouvoir de démultiplication de l'information et des forces politiques que vous êtes les seuls à ignorer, en fait. Que ceux qui sont en soutien à Israël ou ceux qui ont peur de ceux qui soutiennent Israël, parce que vous avez une délégation de politiciens français qui sont franchement, excusez-moi l'expression, dans notre langue à nous, des trouillards, des peureux, des lâches. Ils feront rien, ils diront rien. Leur succès politique se jouera aux dépens de la vie d'innocents. Ils diront rien. Eh bien, ils observent, et c'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Et ce rapport de force en matière de nombre, en matière d'information, en matière de répandre cette parole-là, vous ne vous rendez pas compte de la puissance que vous avez, de la force que vous avez à partir du terrain. On s'en moque du 20h. Nous, on a la rue, on a le nombre, on a les gens, on a la capacité de faire, et tout est possible de ce point de vue-là. J'aimerais simplement vous rendre compte de ça, de vous rendre compte de cette dimension-là qu'il faut que nous exploitions beaucoup mieux. La force, c'est aussi la conscience de la force. La faiblesse, c'est la persuasion de la faiblesse. Quand vous vous persuadez que vous êtes faible, vous le serez. Quand vous avez la conscience de la force, c'est déjà une force. Quand quelqu'un vient à vous et dit « de toute façon, tu fais ce que tu veux, tu ne m'auras que dans la mesure où je serai capable de résister et que je le veuille », ben là, vous avez une force. Vous imprégnez une force à ce combat-là. Et je vais vous dire une chose, sans ça, les Palestiniens n'auraient pas tenu tout ça. Ils ont une conscience de leur dignité. Ils ont une conscience du sens de leur combat.
au moins que nous, on puisse, de là où nous sommes, marier, épouser ce combat-là et continuer à en parler. Ne lâchez pas. On vous parle de tous les printemps arabes, de tous ces éléments-là. Je veux dire, c'est absolument incroyable au moment de la Tunisie et de l'Égypte. Vous aviez des attaques à Gaza. Ils frappaient Gaza au moment où se libéraient les peuples, c'est-à-dire des lâches. L'attention de la communauté internationale est là-bas et eux, ils tapent sur des innocents. Et ils torturent. Ils torturent. La torture de basse intensité, ça s'appelle. C'est l'art de torturer avec un médecin à côté de vous. Le médecin vous dit là, regardez là, le dévoiement de la profession médicale. Le médecin dit au bourreau quand il faut arrêter parce que s'il va plus loin, des traces, des séquelles seront visibles. Une honte. Ça, c'est le dévoiement et qu'on nous dit l'armée la plus morale du monde. Ça, il faut que nous soyons de ce combat-là et moi, je suis très content d'être là parce que c'est notre combat à nous de faire ce que l'on peut faire. Mais il y a une chose qu'il faut admettre, on le sait tous. Si vous choisissez ce combat-là, d'abord, un, il faut accepter de s'exposer et deux, il faut accepter d'avoir des ennemis. Si vous voulez des amis, il faut sortir de cette salle. Si vous cherchez que des... Non, mais il faut... Non, parce qu'il faut admettre ça. Ça se paye, ce prix-là. Alors, vous, ce que vous allez payer comme prix par rapport à ce que vivent des gens dans leur humanité, c'est rien. Dans la dignité. Je veux dire, de voir quelqu'un qui vous traite d'arabe, qui vous traite de... Mais c'est quoi? Je veux dire, le fait qu'il vous traite comme ça et que vous ayez la liberté, c'est lui qui est indigne, c'est pas vous. C'est pas la même chose que quand vous êtes en Palestine, quand vous êtes un checkpoint et tout ça. C'est pas du tout la même chose. Mais il faut admettre une chose, on est dans un combat où il faut payer un prix. Ça demande du courage. Ça demande du courage. Ça ne demande pas d'être assis un vendredi après-midi parce qu'il y a une attraction médiatique qui passe et qui s'appelle Tariq Ramadan. Parce que je suis désolé, à partir d'un certain moment, moi j'ai l'impression que certaines associations musulmanes ou que certaines personnes et que certains dans la salle considèrent que je deviens une attraction médiatique. Et ça, c'est le dévoiement de tout mon combat. C'est l'horreur absolue. C'est de transformer l'essence d'un message en une espèce de truc médiatique qui est... Non, c'est pas ça. Alors s'il y a une chose sur laquelle il faut qu'on se retrouve, c'est pas sur YouTube ou sur Dailymotion ou dans une salle un après-midi, c'est un combat, une détermination de l'information et du courage. Et bonne chance.